Bonjour, donc je suis Clément Berger-Lefranc. Je vais aujourd'hui vous présenter les concepts de blockchain et de crypto-monnaie. Euh, je vais passer en revue de manière assez large pour que vous puissiez faire le lien entre les différents sujets que vous avez pu entendre sur le sujet, mais à la fois aussi rentrer de temps en temps un peu techniquement pour que vous ayez vraiment les bases et la compréhension des mécanismes. Alors, je suppose que ici, tout le monde a déjà entendu parler du Bitcoin. Oui. Le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie et c'est surtout d'abord une monnaie numérique. Les monnaies numériques, c'est quelque chose qui est venu avec l'avènement d'Internet, cette capacité en fait de créer de la valeur sur du numérique. C'est pas nouveau. Il y a déjà eu des tentatives de créer des monnaies numériques. La première, c'était DigiCash en 1990 par David Chaum. Ça n'a pas marché. Ça a fait faillite. Ça a été un échec cuisant. La deuxième tentative, c'était par Douglas Jackson, qui a créé l'e-gold en 1996. L'objectif, c'était vraiment de créer une valeur refuge de manière numérique. Ça a commencé à marcher, et puis ensuite ça a été exploité par des réseaux de détournement d'argent, de blanchiment d'argent. Le FBI s'en est mêlé et a fermé l'intégralité des serveurs de système e-gold. La troisième tentative, et il y en a eu plusieurs à ce moment-là, d'autres, c'est le Linden Dollar, qui est la monnaie d'échange d'un jeu vidéo qui est Second Life, et qui fonctionne d'ailleurs toujours. Et donc, c'est les premiers avènements des monnaies numériques. Alors, la problématique qu'on a dans une monnaie numérique, c'est le système de double spend ou de double dépense. C'est quoi la double dépense? C'est comme c'est numérique, par exemple, si je vous donne un bitcoin, ben vous faites un copier-coller de ce bitcoin et puis vous allez pouvoir le dépenser une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Alors c'est génial pour vous, mais structurellement, une monnaie ne peut pas fonctionner s'il y a ce mécanisme de double dépense possible. Et donc pour compenser ces mécanismes de double dépense, on tient en général un registre, livre de compte dans lequel on va marquer toutes les transactions pour sécuriser ça. Historiquement, c'est les banques qui détiennent ces livres de compte, les banques centrales et les différents organismes bancaires. La problématique de ces banques, c'est que ce système-là est complètement centralisé, c'est-à-dire que les serveurs sont centralisés. Vous avez un risque d'attaque sur ces serveurs, vous avez le risque que des acteurs ou des banques décident de changer leur comportement vis-à-vis de leur portefeuille, et puis des craintes gouvernementales sur de l'influence politique sur ces portefeuilles. Ça paraît inimaginable. Pourtant, en 2007-2008, la crise des subprimes nous a montré que des grandes institutions qui devaient garantir ces livres de compte pouvaient faire un peu n'importe quoi avec ces livres de compte et avec des lignes de crédit. Et on s'est retrouvé avec des faillites en chaîne. Ça a commencé par la bière et puis les Lehman Brothers, quelque chose qui paraissait inimaginable. Concrètement, ce qui s'est passé, c'est que chaque citoyen dans le monde, parce que c'est pas qu'aux États-Unis, il y a eu un impact dans le monde entier, s'est retrouvé complètement piégé par un système bancaire dans lequel ces organismes normalement sérieux tenaient leurs livres de compte et leur valeur, donc leur argent, s'est vu bloqué, contrôlé ou perdre sa valeur dans un système complètement centralisé et contrôlé par les banques. Ce mécanisme-là, ça a donné des idées à un groupe de personnes ou à une personne qu'on appelle Satoshi Nakamoto, qui est en fait l'inventeur des systèmes de Bitcoin. Donc Satoshi Nakamoto, on ne sait toujours pas qui c'est. On ne sait pas si c'est une personne ou si c'est un groupe de personnes. Néanmoins, en 2008, ils ont publié un white paper. Ce white paper, en fait, un white paper, c'est une description technique d'un mode de fonctionnement et ils décrivent l'intégralité du mode de fonctionnement d'une monnaie numérique, mais sans acteur central de contrôle, donc sans, par exemple, une banque centrale ou un gouvernement qui contrôlerait cette monnaie. Comment ça marche? Le principe est relativement simple, c'est de se dire, au lieu que le registre soit tenu par des banques, eh bien, c'est l'intégralité de la communauté qui va pouvoir tenir ce registre
et contrôler ce registre. Contrôler ce registre, comment? Par un mécanisme de sécurisation cryptographique. L'impact de ce mécanisme-là, c'est quoi? C'est que si on a une possibilité d'avoir une monnaie qui n'est pas tenue par des organismes centraux, donc des tiers de confiance ou des autorités centrales, on va le faire fonctionner de pair à pair. C'est-à-dire que c'est comme les échanges, les torrents que vous avez pu échanger, c'est chaque acteur du réseau qui va pouvoir échanger et sécuriser. L'autre avantage d'un système comme ça, c'est que la gouvernance ne vient pas soit des banques centrales, soit des États, c'est qu'elle va venir directement d'une communauté qui va faire des propositions d'évolution. Et ces propositions d'évolution vont être acceptées ou non. Et puis le dernier élément, c'est que ces mécanismes ne sont pas propriétaires, ils sont open source, c'est-à-dire que n'importe qui peut venir contribuer, mais aussi vérifier, auditer le code et contrôler les informations et les modes de fonctionnement. Ce mécanisme-là, c'est une complète révolution pour un mécanisme de monnaie. Alors, le fonctionnement concret, il est vraiment très simple et vous avez pu entendre beaucoup de gens essayer de vous expliquer les crypto-monnaies, mais finalement, si on se concentre, c'est très très simple. Moi, j'ai un portefeuille de crypto-monnaies, donc c'est-à-dire un portefeuille dans lequel j'ai des bitcoins dans ce portefeuille-là. Ce portefeuille, il n'est pas physique, c'est simplement une ligne qui est marquée sur le registre qui dit que j'ai 5 bitcoins. Si je veux faire une transaction, donc si je veux donner une transaction aujourd'hui à Xavier, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une transaction d'un bitcoin à Xavier. Cette transaction-là, je vais la soumettre à la communauté, donc par l'ordinateur, par mon ordinateur, je vais soumettre cette transaction et je vais l'envoyer à la communauté. La communauté a une sorte de corbeille dans laquelle vous avez toutes ces transactions qui arrivent. Et cette transaction-là, certains acteurs du réseau vont prendre la transaction et vont dire « Ok, très bien, donc Clément, aujourd'hui, veut donner un bitcoin à Xavier. Comment ça se fait que Clément ait un bitcoin à donner ?» Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont revenir dans le registre, tout simplement. Ils vont dire « Clément, il avait 5 bitcoins, il en a dépensé 4. Aujourd'hui, il lui en reste un. Donc, effectivement, aujourd'hui, Clément peut donner un bitcoin à Xavier. » Et ce qui fait que cette transaction est validée. Et cette transaction, elle est mise dans un bloc qui contient des milliers de transactions comme la mienne. Ce bloc-là, une fois qu'il est validé par la communauté, il va être adjoint au registre. Et le registre, en fait, c'est un enchaînement de blocs, c'est une chaîne de blocs qui contient l'intégralité des transactions depuis le début. Et c'est pour ça qu'on parle de blockchain ou de chaîne de blocs. C'est simplement finalement ce registre décentralisé qui permet de sécuriser les transactions. Alors, en termes de mode de fonctionnement, un système comme ça décentralisé qui permet de sécuriser et transférer les échanges, ça veut dire que n'importe qui dans le monde peut se mettre à transférer de la valeur, de l'argent, tout type de valeur, d'un acteur à un autre, sans organe central de contrôle, donc sans une banque centrale ou un tiers de confiance qui va venir sécuriser cette transaction. Et ça déclenche une vraie révolution. Alors, ce que je vous propose, c'est que tout à l'heure, on va vous envoyer quelques crypto-monnaies. Donc, vous l'avez peut-être déjà fait, de télécharger l'application Love Wallet. C'est finalement en fait un portefeuille qui vous permet, c'est une application qui vous permet de gérer votre portefeuille et justement d'envoyer des transactions. Et donc, ce qu'on fera tout à l'heure, vous avez juste à la télécharger maintenant et puis je vous accompagnerai dans la création et dans la sécurisation de votre portefeuille tout à l'heure. Mais ça veut dire qu'à partir de cette application tout à l'heure, on va ensemble créer des transactions, envoyer ces transactions à une communauté d'ordinateurs dans le monde qui vont venir sécuriser ces transactions et la personne en face va recevoir de l'argent de manière complètement sécurisée. Donc on fera le petit test tout à l'heure d'application et ce qui fait que vous aurez des vraies crypto-monnaies dans votre portefeuille en sortant d'ici. Alors, je vous disais, dans la communauté, il y a des acteurs qui se mettent à sécuriser les transactions. C'est-à-dire qu'ils prennent la transaction et qu'ils vérifient si la transaction est valide, et puis viennent mettre cette transaction dans un bloc et adjoindre ce bloc au registre. Pourquoi ils font ça? Pourquoi j'irais donner de la puissance de calcul pour venir sécuriser une transaction? Pourquoi?
Tout simplement parce qu'à chaque fois que je vais valider un bloc, si je suis le premier à valider un bloc, je vais être récompensé à hauteur de 12,5 bitcoins à chaque bloc. Pour votre rappel, ce matin, 1 bitcoin, ça vaut 8500 $. On peut valider un bloc toutes les 10 minutes à peu près. Ça veut dire que toutes les 10 minutes, vous pouvez gagner 12,5 fois 8500 $. Ce mécanisme-là, c'est l'incentive qui permet de créer une concurrence entre les mineurs pour venir sécuriser ces blocs-là. Alors, le reward, en fait, ce qu'on appelle l'incentive ou le reward de 12,5 bitcoins, il est mécanique au mode de fonctionnement du bitcoin. À l'origine, il était de 50 bitcoins. Donc, au tout début, en 2008-2009, quand vous étiez un acteur et que vous sécurisiez le réseau et que vous construisiez des blocs, eh bien, toutes les 10 minutes, vous gagniez 50 bitcoins. Et donc, globalement, avec un petit ordinateur comme ça, un petit ordinateur familial, vous pouviez gagner 500 ou 800 bitcoins par jour. Et donc, vous avez en 2008-2009, vous avez des jeunes de 12-13 ans qui ont commencé à s'intéresser au protocole, qui l'ont installé sur leur petit ordinateur de la maison et qui se sont mis à miner. Et donc régulièrement, toutes les 10 minutes, ils gagnaient 50 bitcoins, 50 bitcoins. Et puis en 2011, fin 2011, début 2012, il y a eu une envolée du bitcoin et le bitcoin est monté à 1000 $. Et ce qui fait que vous avez beaucoup de gamins de 14-15 ans à ce moment-là qui se sont retrouvés avec 10 000, 20 000, 30 000 bitcoins dans leur portefeuille et sont devenus littéralement millionnaires. Et donc ils sont simplement descendus de leur chambre, ils ont fait au fait, hey, maman, j'ai oublié de te dire, je suis millionnaire, mais multimillionnaire, quoi. Voilà. Donc ça, c'est des mécanismes qui se passent toujours aujourd'hui. Vous avez une capacité avec des ordinateurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la puissance de calcul est quand même assez importante puisqu'il y a une vraie concurrence internationale. Donc avec ce petit ordinateur-là, j'aurais plus de difficultés à gagner 12,5 bitcoins que je pouvais le faire il y a 5 ou 8 ans. Mais vous allez pouvoir gagner des crypto-monnaies. Ça, moi, je peux le faire tout seul de mon côté. Il faut savoir qu'il y a carrément des acteurs qui vont en faire un métier, c'est-à-dire qu'ils vont investir dans des ordinateurs, dans des puissances de calcul. Et ces puissances de calcul sont en fait ce qu'on appelle des fermes de minage et qui permettent en permanence d'aller essayer de récolter des crypto-monnaies sur les différentes blockchains. Donc concrètement, vous investissez dans du matériel informatique et votre matériel informatique travaille toute la journée à essayer de sécuriser des transactions blockchain pour gagner des crypto-monnaies, donc gagner de l'argent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart de ces fermes-là sont soit dans les pays où l'énergie est pas chère, soit dans les pays où la température est plutôt basse, puisque ça permet de faire refroidir les serveurs. Donc aujourd'hui, vous avez des serveurs en Islande, vous avez des fermes de minage en Islande, vous en avez beaucoup dans les pays asiatiques, vous commencez à en avoir quelques-uns en Afrique, là c'est pour la partie énergétique, et vous avez le Canada qui pousse énormément parce qu'ils ont un excédent de production énergétique en ce moment, et donc ils font venir des fermes de minage. Donc des fermes de minage, ça ressemble à ça, ou ça peut ressembler à ça aussi. Donc voilà, là chaque élément va faire du calcul pour venir essayer de sécuriser un bloc et pour être le premier. Il faut savoir que c'est une vraie concurrence internationale qui est effectuée aujourd'hui autour du minage, et donc ces milliers de serveurs sont toujours en concurrence pour être le premier à venir sécuriser le protocole et les transactions. Alors, comment ça fonctionne et comment on visualise ça? Parce que ce que vous pouvez me dire, c'est bon, ok, c'est bien gentil, mais comment je peux voir ce qui se passe? Comment je peux voir réellement qu'est-ce qui se passe? On parle de la blockchain, tout le monde me parle de la blockchain, mais comment je peux aller la voir? C'est très simple. Il suffit simplement que j'aille me mettre dans le réseau, de pair à pair, et puis que j'observe les transactions qui sont en train de s'effectuer et qui sont en train d'être menées. Donc c'est ce qu'on va faire. On va, par l'intermédiaire d'un site qui s'appelle Blockchain Info, on va aller voir ce qui se passe.
Là, c'est la blockchain Bitcoin. Et donc là, vous avez en temps réel les derniers blocs qui ont été validés. Donc le dernier bloc, 17 minutes. Donc là, il y a un peu de temps dans les blocs. Il y a 29 bitcoins qui ont été envoyés au total dans la somme des transactions qui ont été mises là-dedans. Et donc là, on peut aller directement dans le dernier bloc en question. Voilà. Et là, vous voyez, vous avez des informations qui sont incompréhensibles. Mais je vous assure, c'est très compréhensible pour nous. Mais surtout, ce que vous allez voir, c'est que dessous, là, on va voir toutes les transactions qui ont été effectuées dans ce bloc. Et on va pouvoir, chacun de nous va pouvoir venir vérifier, auditer, contrôler ces informations et vérifier chacune des transactions. Voilà. Ici, il y a eu 13,93 bitcoins qui ont été transférés de cette adresse à cette adresse. Vous avez 0,19 bitcoins qui ont été transférés de cette adresse à cette adresse. Ces adresses-là, c'est les adresses de votre portefeuille. Par exemple, moi tout à l'heure, je vais vous envoyer des crypto-monnaies. Eh bien, l'adresse de mon portefeuille, ça sera peut-être celle-là. Et puis vous, votre adresse que vous allez créer, qu'on va créer ensemble tout à l'heure, eh bien, ça sera peut-être celle-là. Vous voyez, c'est complètement anonymisé. C'est anonymisé. On a une trace complète de tout ce qui se passe, mais finalement, on ne sait pas qui sont les opérateurs qui effectuent ces opérations. Sur la blockchain Bitcoin, vous avez quand même des limites. Les principales limites, c'est quoi? C'est le délai de validation et le coût d'une transaction. Je vous disais tout à l'heure, un bloc, on peut valider un bloc toutes les 10 minutes. Vous avez vu tout à l'heure, là il y a marqué 17 minutes. Le dernier bloc a été validé il y a 17 minutes. Ça veut dire que entre le moment où je vous envoie de l'argent, une transaction, et le moment où elle est validée, il peut se passer entre 10 ou 15 minutes. Ce qui fait que techniquement, opérationnellement, si on fonctionnait que sur des mécanismes de type Bitcoin, sur la blockchain Bitcoin, ça voudrait dire que globalement, si j'allais acheter mon pain en Bitcoin aujourd'hui, purement sur le protocole, j'arrive, je demande ma baguette, je fais une transaction, et là, on attend entre 10 minutes et un quart d'heure avec la baguette entre les mains et la transaction pour savoir s'il va lâcher la baguette ou pas. Et ensuite, une fois que le premier bloc est validé, on considère qu'il faut attendre entre 5 et 6 blocs pour avoir une confirmation complète de la transaction. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails sur pourquoi on attend les 5-6 blocs. On pourra potentiellement le faire plus tard. Mais on est obligé d'attendre 5-6 blocs. Donc, globalement, pour acheter une baguette de pain, avec un mécanisme blockchain, il faut attendre 1 heure pour être sûr de la transaction. Donc, c'est problématique. Pour la blockchain Bitcoin, il faut savoir qu'il y a déjà des réponses au sein de la blockchain Bitcoin, mais de d'autres aussi blockchains, notamment le Segwit, qui permet en fait d'augmenter soit la taille des blocs, soit le nombre de transactions par bloc. L'autre élément problématique, c'est le coût des transactions. Il faut savoir qu'une transaction Bitcoin, aujourd'hui, quand je veux vous transférer un Bitcoin, que je vous transfère 0,001 Bitcoin, ou je vous transfère 200 Bitcoins, le coût de ma transaction est toujours le même, pour récompenser ces mineurs. Il est à peu près aujourd'hui de 30 $. Donc, ce qui est financièrement absolument pas intéressant. Si vous achetez une baguette 1 euro, vous allez payer 30 $ de fees. Là aussi, vous avez des capacités d'optimisation de ces mécanismes avec des nouveaux protocoles qui s'appellent Lightning Network sur blockchain et sur lesquels je pourrais détailler si vous voulez. Là, aujourd'hui, je vous ai parlé d'une typologie de blockchain. C'est la blockchain Bitcoin. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez près de 1300 typologies de blockchain avec des avantages et des inconvénients. Et donc typiquement, si on veut, par exemple, faire plus de transactions dans un temps beaucoup plus court, on va pouvoir utiliser d'autres typologies de blockchain avec d'autres crypto-monnaies correspondantes. C'est ce qu'on fera tout à l'heure. Tout à l'heure, on ira sur le protocole Litecoin. Donc c'est exactement la même copie que Bitcoin. Ça fonctionne exactement pareil. Le seul détail, c'est qu'on fait 4 fois plus de transactions sur un coût qui est beaucoup moindre. Ce qui fait que pour le coup, là, on peut se transférer des micro-paiements, ça va vite et ça coûte pas cher. C'est exactement sur le même mécanisme et ça fonctionne très bien depuis 2011. Alors, là, je vous ai parlé de l'application financière. Comment je peux payer avec la blockchain. Il faut savoir que dans l'utilisation,
quand on parle de la blockchain, dans le mécanisme pur, c'est d'abord un mécanisme qui est décentralisé, donc ce qui fait qu'on peut s'exempter de tiers, d'intermédiaires, mais ça a aussi une capacité d'horodatage, puisque d'horodatage, pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a un bloc qui est créé, qu'il y a une transaction qui est bloquée, eh bien, je peux horodater ce qui s'est passé à un moment donné. Ce qui fait que la blockchain, c'est une capacité d'horodatage. C'est-à-dire que dans tous les métiers que vous pouvez avoir, si vous avez besoin à un moment donné d'horodatage, eh bien, demain, vous pouvez, enfin même dès aujourd'hui, vous pouvez utiliser la blockchain pour ces mécanismes d'horodatage. Je pense par exemple dans la banque ou dans l'assurance, quand vous recevez des pièces pour la KYC de votre client, Know Your Customer, vous devez certifier au législateur que vous avez bien reçu la carte d'identité de la personne. Et bien ça, aujourd'hui, vous pouvez simplement horodater en utilisant un mécanisme blockchain, et ce qui fait que pour quelques microcentimes, de manière quasiment automatique, vous avez une capacité d'horodatage. Donc, dans l'utilisation concrète qu'on en fait aujourd'hui et qu'on peut en faire, il y a des milliers de projets, il y a des milliers de boîtes qui utilisent ces fonctions d'horodatage avec la blockchain. La deuxième capacité, c'est la capacité de traçabilité. De traçabilité parce qu'on est capable de tracer, je vous parlais d'un Bitcoin, on est capable de tracer le parcours d'un actif et le parcours d'une transaction. Et donc cette traçabilité, ce suivi, vous pouvez l'utiliser dans tous les métiers qui nécessitent une traçabilité ou un suivi. Alors naturellement, bien sûr, le monde de la logistique et de la supply chain est impacté, et c'est ce que moi je fais personnellement avec une de mes sociétés, mais de la traçabilité, vous pouvez l'avoir sur tout type de métiers, que ça soit sur de la recherche fondamentale, sur de la pharma, sur de la banque, de l'assurance. Et puis le dernier mécanisme que permet la blockchain, c'est son mécanisme de confiance dans son protocole de sécurisation. Donc, c'est-à-dire que je vous parle de Bitcoin et de la blockchain depuis tout à l'heure. Il faut savoir que ça existe depuis 2008-2009, qu'aujourd'hui, vous avez plus de 750 milliards de dollars qui transitent et qui sont sécurisés par ces mécanismes-là. Donc, la blockchain est un vrai système de sécurisation pour générer de la confiance dans des échanges et dans des transferts de valeur. Donc, dès que dans un métier, vous avez besoin de transférer de la valeur ou de l'information de manière sécurisée, eh bien, vous pouvez utiliser la blockchain. Alors, ça, c'est les éléments dont je vous parlais. Vous avez donc, je vous ai parlé de Bitcoin, vous avez sûrement entendu parler de Ethereum. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a plus de 1300 blockchains existantes avec des avantages et des inconvénients. Vous avez NXT, vous avez Dash, vous avez Cryptonote, et vous avez Monero, vous avez Doge. Je pourrais vous en citer plus de 1300 aujourd'hui, donc 1300 blockchains qui permettent de faire différentes choses. Par exemple, là, c'est ce qu'on appelle le market cap, donc c'est la somme d'argent qui transite sur les différentes blockchains, puisqu'une blockchain ne peut pas exister sans une monnaie dédiée qui la sécurise. Et donc ici, c'est les différentes monnaies qui sont utilisées pour les différentes blockchains. Donc vous avez Bitcoin qui a un market cap de 194 milliards de dollars. Vous avez Ethereum qui est considéré comme l'ordinateur global, et ça je vous en parlerai tout à l'heure. Vous avez Litecoin, dont je vous ai déjà parlé, par exemple, qui est un protocole qui est plus rapide, donc qui permet de faire des transactions plus rapidement. Vous avez NEM, qui est moins gourmand en énergie, avec un système de gouvernance dédié. Vous avez Dash, ou Monero, qui sont des systèmes complètement anonymes, c'est-à-dire que vous allez pouvoir effectuer des transactions sans jamais voir d'où elles viennent et vers où elles arrivent. Donc, ce qui fait que ça peut être potentiellement beaucoup utilisé pour des opérations potentiellement malhonnêtes. Alors, Ethereum, je pense que c'est l'élément que vous avez peut-être le plus entendu parler. Blockchain, Bitcoin, et puis après vient Ethereum. Qu'est-ce que Ethereum? Ethereum, c'est Vitalik Buterin, qui est un contributeur de Bitcoin, qui s'est dit, en 2013-2014, il s'est dit, OK, si collectivement, nous sommes capables de tenir un registre
de manière sécurisée, dans lequel on peut faire transiter de l'argent et sécuriser ça, pourquoi ne pas, au lieu de tenir un registre, mettre en commun toutes nos puissances de calcul dans un ordinateur commun? Ça veut dire que si on a un seul et unique ordinateur global, ça veut dire que au lieu d'installer Word sur tous les ordinateurs de la planète, Madame Michu au fin fond de la Cambrousse qui installe Word sur son ordinateur, la grande banque qui vient installer ce Word sur son ordinateur, au lieu d'aller installer par exemple Word sur chacun des ordinateurs de la planète, eh bien dans un système décentralisé, on va installer Word une seule fois sur cet ordinateur global, et quand Madame Michu a besoin d'écrire les 3 lettres qu'elle écrit par an, eh bien elle va venir directement utiliser cet ordinateur global et payer simplement l'utilisation qu'elle en a. Et puis inversement, la grande banque qui fait des énormes macros de fin d'année, qui a besoin d'une énorme puissance de calcul en fin d'année, eh bien va venir utiliser en fonction de ses utilisations. Et ce qui fait que on peut créer directement des applications décentralisées au sein de cet ordinateur, des applications que n'importe qui peut venir utiliser et contribuer à utiliser. Et donc là, vous avez un champ énorme qui s'ouvre, puisque vous vous retrouvez avec un ordinateur global qui est sécurisé et sur lequel n'importe qui peut venir mettre en place des applications. Et n'importe qui dans le monde peut venir utiliser ces applications. Alors ça fonctionne aussi. Et les programmes, c'est pas des Word en fait qu'on va venir installer, c'est ce qu'on appelle des smart contracts. Et ça, c'est un deuxième mot que vous avez peut-être dû entendre si vous êtes allé plus loin. Le smart contract, c'est cette capacité en fait à créer une application. Ça n'a rien de smart, hein. C'est en fait finalement c'est juste des lignes de code qui font ce qu'on leur dit de faire et qui sont installées sur cet ordinateur global. Quand vous avez ça, il y a eu le gros lancement 2015 d'Ethereum. Vous avez plein de personnes qui n'ont pas compris le protocole et qui ont commencé à inventer plein de choses sur ça, et qui ont dit ça va révolutionner le monde entier. Alors oui, ça risque d'impacter, de révolutionner le monde entier. Mais il faut être vigilant parce que si on ne comprend pas bien la technologie, on peut arriver sur des biais vraiment colossaux et sur des erreurs fondamentales. Par exemple, je vais vous prendre l'exemple de l'assurance avion. Vous avez peut-être déjà entendu cet exemple de l'assurance avion, c'est-à-dire que moi, je vais créer, je prends régulièrement un vol entre Paris et Bordeaux et j'en ai marre qu'il arrive en retard. Je paye 500 € mon billet et je vais décider de créer un sorte de mécanisme d'assurance sur cet ordinateur global. Je vais créer un smart contract en fait où je vais dire le vol AF1236 du 18 janvier, si il a plus de 2 heures de retard, la personne qui va s'engager dans ce contrat de garantie me versera 500 € parce qu'il a plus de 2 heures de retard. Et si jamais le vol a moins de 2 heures de retard, à ce moment-là, c'est moi qui lui donnerai 50 € au titre de la garantie et du risque qu'il a pris. Et donc ce contrat, on le met en place, on met chacun l'argent correspondant dans ce contrat, et puis c'est là que l'incompréhension et que la problématique se passe. La plupart des gens vous diront, à ce moment-là, vous avez le contrat qui va aller récupérer tout seul l'information du vol AF1236 du 18 janvier et qui va venir déclencher le contrat. Et s'il a plus de 2 heures de retard, eh bien, c'est moi qui prendrai 500 €. S'il a moins de 2 heures de retard, c'est l'autre personne qui prendra 50 €. Sauf que c'est pas aussi simple que ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un smart contract, c'est déterministe, c'est-à-dire que techniquement, et purement techniquement, et ça, il n'y a que des gens qui ont vraiment codé ou qui ont vraiment fait des projets qui pourront vous le dire, un smart contract, c'est déterministe. Déterministe, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'a aucune capacité à aller chercher tout seul comme un grand une information sur le site de Air France ou sur un site tierce. Ça veut dire que automatiquement, il ne va pas pouvoir déclencher à droite ou gauche. Il y a forcément une personne qui va devoir venir pousser l'information pour dire le vol, il est arrivé à 18h01, donc il a 2 heures de retard, ou alors il est arrivé à 17h59. Et donc vous vous retrouvez dans un magnifique système qui est décentralisé, avec toujours un acteur qui devient central
et qui a une capacité de vie ou de mort sur le contrat pour en déclencher à gauche ou à droite. Et cette problématique-là, elle n'est pas complètement résolue aujourd'hui. On a des... Alors je vous rassure, hein, ça va arriver et ça va arriver dans quelques années. Mais prenez bien conscience qu'aujourd'hui, si vous voulez un système de contrat comme ça complètement décentralisé, ce n'est pas possible. Ce qui est en travail, c'est des systèmes d'oracle, c'est-à-dire qu'au lieu de demander à une personne d'aller pousser l'information sur le contrat, je vais demander à des milliers de personnes sur la planète de venir pousser l'information. Et puis je vais faire une moyenne pondérée de cette information et ce groupe de personnes va venir pousser l'information. Ce qui fait que je garde sur un système neutre et décentralisé. Donc, il faut être vigilant sur les projets. Je ne sais pas si dans vos entreprises, il y a des projets qui sont menés, mais il faut être très vigilant sur la bonne compréhension de la blockchain, des mécaniques et de ce qu'on peut en faire, puisque vous avez des biais techniques comme ça qui peuvent ne pas rendre possible. Vous avez une grande assurance qui en a lancé un, mais il faut savoir que derrière, c'est forcément centralisé. Et donc, vous avez des acteurs de la centralisation derrière. Vous avez des applications qui vont beaucoup plus loin. Là, je vous prenais l'exemple pour vous faire comprendre ce qu'était un smart contract. Mais il y a des choses qui fonctionnent très bien aujourd'hui. Donc, vous avez Open Bazaar. Open Bazaar, c'est le Amazon de la blockchain, c'est-à-dire que c'est un magasin sans intermédiaire, c'est-à-dire que n'importe qui peut venir poser un contrat de vente pour vendre ses produits. Et n'importe qui peut venir les acheter. Et donc, vous naviguez sur Open Bazaar un peu comme vous naviguez sur Amazon. Vous avez des produits et vous pouvez acheter ces produits directement auprès des interlocuteurs. Ce qui fait que vous ne passez pas par Amazon, par les serveurs d'Amazon, avec une commission Amazon. Vous passez en direct sur l'acteur qui vous vend le produit. C'est pareil pour Ujo Music. Ujo Music, c'est le même mécanisme. C'est l'artiste qui vient poser directement sa musique et qui la met à disposition. Et ce qui fait que vous consommez la musique directement en lien direct avec l'artiste et vous consommez, vous rémunérez votre consommation de musique directement auprès de l'artiste. Ça, c'est des modèles de consommation. Vous avez d'autres modèles qui sont créés aussi, c'est des modèles de stockage décentralisé, c'est-à-dire tout simplement, moi j'ai des disques durs qui ne sont pas utilisés à la maison, eh bien je vais mettre ce stockage, cet espace de stockage disponible auprès de la communauté, et puis des gens dans le monde vont venir utiliser cette capacité de stockage pour stocker de l'information de manière décentralisée et sécurisée. Ils vont me rémunérer à juste valeur le nombre de gigaoctets ou de téraoctets qu'ils consomment. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de fantasmes, mais il y a quand même des projets qui marchent et qui fonctionnent sur des mécanismes décentralisés. C'est les 2 minutes pub, mais peut vous montrer comment ça marche aussi dans le monde B2B. Je vous parlais de traçabilité tout à l'heure. Nous, ce qu'on fait, c'est ma boîte Honest, on applique la blockchain à la supply chain. C'est-à-dire qu'on est capable de sécuriser tous les transferts qui sont effectués des usines, des distributeurs, des transporteurs en magasin, directement, et de sécuriser l'intégralité de ces transactions sur les transferts de responsabilité. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des gros distributeurs comme Carrefour, par exemple, qui utilisent au quotidien avec des chauffeurs, des gars d'entrepôt, qui viennent utiliser la blockchain au quotidien pour venir sécuriser des transferts et sécuriser des transactions de produits physiques. Donc, vous pouvez avoir des applications très concrètes et opérationnelles de systèmes blockchain. Alors, l'objectif aujourd'hui, on avait une population très diverse, et donc c'était de vous permettre d'essayer de faire le lien un peu entre tous les mots que vous avez pu percevoir autour de la blockchain et essayer de faire le lien entre eux. Ce que vous avez dû entendre aussi, c'est beaucoup blockchain publique ou blockchain privée. Blockchain publique ou blockchain privée, c'est le mécanisme de se dire tout ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est des mécanismes de blockchain publique. C'est-à-dire que n'importe qui dans le monde peut venir contribuer et fonctionner dans ce protocole-là. C'est ça d'ailleurs qui apporte cette puissance en fait de décentralisation, donc de ne pas avoir un organisme central qui vient contrôler, et c'est ça qui apporte son niveau de sécurisation. Et donc, on est dans un mécanisme où finalement, je n'ai besoin de faire confiance à personne pour rentrer dans un réseau de blockchain public et venir effectuer des transactions et sécuriser des transactions.
L'autre mécanique qu'on entend, on parle de blockchain privé. Il faut savoir que blockchain privé, c'est un terme commercial qui est né en fait, c'est une tentative d'adoption. Vous savez, vous avez des grands acteurs, des spécialistes de l'informatique, des grands groupes comme Microsoft, IBM ou plein d'autres, je pourrais en citer des dizaines, qui ont une capacité à découvrir une nouvelle technologie, à s'accaparer cette technologie en faisant des recherches ou en achetant ces technologies, la packager de manière bien et commerciale pour pouvoir la revendre à toutes les grandes entreprises et la commercialiser. Alors ça marche très bien ce mécanisme-là. Par exemple, la dernière en date, c'était l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, une des plus puissantes intelligences artificielles et qui fonctionne très bien, c'est IBM Watson, par exemple. Et donc, ils ont réussi en s'accaparant beaucoup de projets, en achetant aussi des recherches, ils ont créé un outil ultra performant. Et ils le revendent aujourd'hui de manière packagée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut se lever tôt pour aller concurrencer un type de système. Quand la blockchain est arrivée, mécaniquement, ils ont voulu faire la même chose. Je vais m'accaparer la blockchain, je vais en faire un mécanisme, et puis je vais le revendre. Sauf que la blockchain, ça n'accepte pas ça. Ça n'accepte pas qu'un tiers vienne prendre le contrôle. Puisque justement, son mécanisme de sécurisation, c'est le fait que ça soit complètement décentralisé, qu'il n'y ait pas un tiers qui puisse venir influencer là-dessus. Et donc, en n'arrivant pas à s'accaparer cette technologie, parce que la technologie ne le permet pas, ils ont proposé un système de blockchain privé, ce qu'on appelle en fait des bases de données distribuées et permissionnées. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui existe depuis quasiment 15-20 ans. C'est des bases de données où collectivement on se fait confiance entre nous, parce qu'on se connaît déjà, et on dit on va mettre en place une blockchain entre nous, mais en fait c'est juste une base de données où on va donner des accès, plus ou moins. Il faut savoir que quand vous êtes dans un mécanisme de blockchain public, vous avez un niveau de sécurisation important par rapport à vos transactions. Si vous êtes dans un mécanisme de blockchain privé, vous vous exposez à un risque de prise de contrôle de ce mécanisme-là et d'usurpation de ce mécanisme-là. Je vous prends un exemple tout simple. Imaginons que vous avez les opérateurs téléphoniques qui mettent en place une blockchain entre eux, Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free. Et ils mettent en place un protocole, et donc tout le monde se fait à peu près confiance et sécurise le protocole, sauf que Free devient très agressif sur le marché. Et à ce moment-là, vous avez les trois opérateurs qui se mettent d'accord et qui collectivement peuvent venir altérer le protocole et le réseau. Et donc, ça peut marcher, des mécanismes de blockchain privée, mais c'est forcément temporaire dans une zone de confiance à peu près préétablie. Et donc, aujourd'hui, faire un projet de blockchain privé, c'est s'exposer potentiellement à un risque de pérennité de cette typologie de projet. Dernier élément, investir, parce que finalement, c'est un peu ce que vous avez dû entendre partout, à Noël ou même avant, comment je peux investir, c'est fou, c'est ultra spéculatif, c'est une bulle, ça monte. Je connais plein de copains qui se sont fait plein d'argent. Alors, il faut savoir que pour investir, si j'ai juste un conseil à vous donner, c'est d'abord n'investissez que ce que vous êtes capable de perdre, et surtout investissez dans ce que vous êtes capable de comprendre. Et quand vous avez vu le Bitcoin qui est monté sur la fin de l'année 2017, vous étiez simplement dans ces espèces de mécaniques-là, qui est en fait un mécanisme de bulle spéculative. C'est-à-dire que ce que vous voyez là, ça n'a pas du tout été dessiné pour le Bitcoin. C'est un mécanisme qu'on connaît depuis plus de 50 ans, qui est le mécanisme d'une bulle spéculative, avec ses phases. Il faut savoir que si je vous montre un peu la vie du Bitcoin, quasiment à sa création, je vous l'ai remis là, juste là, pour que vous puissiez vous rendre compte. Quand les bitcoins, ça valait 30 centimes, on a eu cette phase jusqu'en 2011, où il y a eu un premier pic. Et vous avez eu le premier pic spéculatif, avec un rééquilibrage de marché. Quand on arrive en 2012-2013, on a exactement le même mécanisme. Et donc, quand vous avez investi fin 2017, là, il faut savoir que
vous aviez des milliers de gens qui avaient investi depuis bien longtemps, qui étaient dans l'attente de ce mécanisme de bulle, et donc qui ont simplement attendu que ça s'opère. Et donc, il y a plein de gens qui se sont mis à investir sur des choses qu'ils ne comprenaient pas, en pensant que qu'ils étaient précurseurs, mais il faut se rendre compte que ce mécanisme-là, ça existe depuis 2008, donc on est à plus de 10 ans de mode de fonctionnement, que sur fin décembre, si vous aviez fait x10 sur votre investissement au cours de l'année 2017, il faut savoir qu'à côté, vous aviez plein de gens qui avaient fait des x60, x80, x200, x300, et qui attendaient simplement qu'on arrive sur des montants comme ça. Donc ce qui se passe aujourd'hui, on est sur un crash. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que simplement, on va avoir une zone de désert pendant quelques temps, et puis on va repartir dans une bulle. Ce qui est intéressant, c'est que progressivement, ça prend de la valeur parce qu'on est quand même au-delà des mécanismes de bulles qui sont inhérents à tout marché. On est quand même sur une révolution majeure, puisque aujourd'hui, ces mécanismes sont en train d'être adoptés à la fois par le grand public, mais aussi par des entreprises et des industriels pour venir transférer de l'argent. Les applications concrètes, aujourd'hui, si vous voulez envoyer de l'argent à votre famille qui est à l'étranger, vous pouvez soit passer par des commissionnaires ou des Western Union qui vont vous prendre des commissions astronomiques, soit vous pouvez simplement prendre un portefeuille de crypto-monnaies, prendre votre argent, transférer cet argent à votre famille qui est à l'étranger. En l'espace de quelques secondes ou minutes en fonction du protocole, ils auront l'argent de manière sécurisée et vous aurez payé votre transaction 1, 2, 3 ou même moins dollars pour effectuer cette transaction. Ce mécanisme-là, il faut se rendre compte qu'il y a des millions de gens qui commencent à l'utiliser pour transférer de la valeur. Et ça, c'est les pays pour la plupart dans les pays en voie de développement. Et puis vous avez d'autres comportements aussi qui tendent en fait à l'adoption de ces mécanismes-là. Par exemple, en Suède, vous êtes un pays qui est quasiment complètement dématérialisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Suède, vous transférez avec votre téléphone portable, vous allez payer directement votre commerçant, vous avez quasiment plus de cash. Bien naturellement, ces gens-là, aujourd'hui, quand ils font leurs transactions, ils utilisent une application qui passe par leur banque pour sécuriser une transaction qui va arriver sur la personne en face. Et bien très naturellement, dans quelques mois ou quelques années maximum, ils vont se dire mais pourquoi on passe par la banque ? Ça n'a aucun sens d'aller utiliser un tiers pour sécuriser cette transaction alors qu'on peut directement sécuriser cette transaction. Et donc de plus en plus, vous avez de l'adoption. Si vous voulez par exemple aller acheter des choses à Paris, vous avez le passage du Bitcoin. Vous avez plus de 100 magasins qui acceptent le Bitcoin. Mais il faut savoir qu'on est quand même globalement, nous, pas mal en retard. Un dernier élément sur la blockchain et dans la section investissement, vous avez dû entendre parler des ICO. Ça, c'est la folie, les ICO, c'est le Initial Coin Offering. C'est-à-dire que, globalement, si je vous résume un mécanisme d'ICO, c'est je décide de construire un manège, je vous fais un beau plan de manège, et je vous dis, ce manège, ce grand 8, là, il est génial. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que le ticket, il vaut 20 € normalement. Mais aujourd'hui, spécialement pour vous, je vais émettre tous les tickets pour pouvoir faire un tour de manège. Et je vais émettre ces tickets maintenant à 5 €. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes capable d'investir aujourd'hui dans des tickets de manège qui valent 5 € et qui potentiellement vaudront 20 € demain. Et cet argent va me permettre de collecter cet argent pour construire le manège. Et finalement, c'est dans 1 an, 2 ans ou 3 ans que vous pourrez faire votre premier tour de manège. Une ICO, c'est ça. C'est ce mécanisme-là. Et donc, quand vous investissez sur une ICO, vous investissez en fait sur un bout de papier et une équipe à qui vous faites confiance pour développer un produit et respecter les engagements qu'ils ont pris. Mais c'est la seule garantie que vous avez. Vous n'avez rien d'autre. C'est-à-dire que vous n'avez pas de part de la société. Et vous avez juste, en fait, comme si c'était un ticket ou un bout de papier qui vous dit « tu auras le droit de faire un tour de manège demain ». Et potentiellement, vous misez sur le fait que, et la plupart des gens qui investissent dans des ICO, ils investissent sur le fait de « je prends ce jeton-là et j'estime qu'il vaut 5 €, mais déjà, dans 30 jours ou dans 45 jours, il en vaudra 8. Et dans 6 mois, il en vaudra 10. » C'est risqué.
C'est très risqué. Et aujourd'hui, on considère qu'il y a 95%, et c'est vrai, il y a 95% des ICO qui sont ce qu'on appelle des scams, c'est-à-dire des arnaques. Vous avez 95% des ICO, des gens qui présentent un programme et qui ne feront jamais ce programme-là. Et donc ça, c'est un vrai risque. Et aujourd'hui, en France, on est en retard au niveau de l'AMF pour avertir le public sur ce typologie d'investissement. Juste pour vous faire un lien rapide, tout à l'heure, je vous ai parlé du mining. Comment, en fait, c'est les mécanismes de création monétaire, comment on crée ces crypto-monnaies. Elles se créent soit par le mining, donc en composition de blocs. Donc à chaque fois qu'on compose un bloc, on crée 12,5 bitcoins. Soit elles se créent en donnant, c'est-à-dire que vous considérez que vous allez créer 10 milliards de crypto-monnaies et vous allez les donner. C'est ce qui est en train de se passer par exemple sur Stellar. Stellar, si vous aviez des bitcoins en 2014, eh bien aujourd'hui sur votre portefeuille, vous n'avez rien demandé, vous recevez des Stellar. Voilà. C'est un mécanisme de distribution et de création monétaire. Et le dernier mécanisme, c'est celui que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire on crée une somme d'argent, une somme de tickets, et qu'on met en vente aujourd'hui, et puis la valeur courra demain pour l'utilisation de ce mode de fonctionnement. Donc voilà pour un peu le panorama sur la blockchain, sur les mécanismes, et pour vous essayer de faire un peu le lien entre tous les buzzwords que vous avez pu entendre. Si vous voulez, on passe au portefeuille. Je vais vous expliquer juste le mécanisme pour que vous compreniez si vous voulez décider si vous vouliez investir ou si vous voulez vraiment comprendre comment c'est sécurisé. Là, tout le monde a pu télécharger. Alors, c'est si vous voulez, il n'y a aucune obligation. Si vous voulez télécharger donc l'application Love Wallet, donc ça, c'est un portefeuille. C'est une application qui vous permet de créer un portefeuille et de gérer ce portefeuille-là. C'est pas le plus sécurisé possible, mais ça vous permet déjà de prendre conscience du niveau de sécurisation qu'on peut avoir. Un portefeuille blockchain, c'est trois choses. Il y a deux éléments qui sont fondamentaux. Le premier élément, c'est la clé publique, l'adresse blockchain. Cet enchaînement-là, c'est l'adresse de mon portefeuille. Donc ce numéro, il m'est propre et il est unique à moi. Pour pouvoir envoyer une transaction sur le réseau, il faut cette clé-là, en fait, est chiffrée avec une clé privée, une sorte de mot de passe. Ce mot de passe, c'est quelque chose de l'ordre comme ça. C'est pas la peine de prendre des photos, c'est pas le bon. Donc, ça, c'est le mot de passe. C'est le mot de passe qui permet de créer la transaction et de sécuriser de manière cryptographique. Et si jamais vous perdez ces deux informations-là, c'est perdu. Mais quand je dis c'est perdu, c'est perdu. Vous ne pouvez pas appeler votre banque pour vous dire hey, tu peux réactiver mon portefeuille. Non, c'est perdu. Vous ne pouvez pas appeler non plus vos potes qui travaillent dans la blockchain pour dire tu peux réactiver. Non, c'est perdu. Personne n'est capable de vous régénérer votre clé privée. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mémoriser. Je rigole. Vous pouvez mémoriser, mais il faut garder en sécurité ces informations-là. Le dernier élément, qui est ici, les 12 mots chiffrés, c'est ce qu'on appelle la seed, la graine. C'est 12 mots, mémotechniques qu'on peut retenir, qui permettent en fait de chiffrer ces informations-là. Pour vous la faire rapide, si vous perdez ça et ça, si vous avez conservé ces 12 mots, à partir de ces 12 mots, vous pourrez régénérer votre portefeuille et reprendre le contrôle de votre portefeuille. Donc ça veut dire que concrètement, si vous n'avez qu'une chose à protéger de manière importante, c'est ce qu'on appelle votre SIN, c'est 12 mots. Ces 12 mots, vous les écrivez sur un bout de papier, vous les mémorisez, vous faites ce que vous voulez, vous les mettez dans un coffre, mais ça, c'est votre recovery, c'est ce qui vous permettra de réactiver et de reprendre votre portefeuille. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un portefeuille cryptographique, blockchain, où on va générer une clé publique. La clé privée va être en fait chiffrée dans le téléphone par un code PIN, parce que pour facilement accéder, on ne va pas vous demander à chaque fois cette clé-là à mémoriser, on va plutôt vous utiliser le code PIN pour l'activer. Et surtout, à la création du compte, on va vous demander d'inscrire les 12 mots
il faut vraiment les écrire pour être sûr que vous ayez protégé, parce que si vous avez perdu votre mot de passe, vous ne pourrez pas appeler Love Wallet ou m'appeler pour demander de restaurer ça. Donc, comment on fait? On télécharge Litecoin. Là, on nous propose de créer un nouveau portefeuille et là, on vous demande de créer le code PIN. Donc, c'est justement le code PIN. J'ai aucune action dans Love Wallet. Hein. C'est d'ailleurs un truc décentralisé, mais c'était juste le seul moyen de pouvoir vous transférer des cryptos rapidement. Et que vous compreniez le mécanisme de seed. Donc, le code PIN, vous le prenez une première fois et vous le mémorisez. On va vous demander de le retaper juste pour être sûr que vous l'avez bien mémorisé. Je peux aller plus lentement. C'est bon? Donc là vient le moment fatidique où on vous l'explique. On va générer la clé, la seed, les 12 mots. Donc là, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on a mis sur les petites plaquettes que vous avez, hein, vous avez un endroit pour pouvoir écrire vos 12 mots, parce que vous n'avez pas tous un morceau de papier. Voilà. Donc concrètement, vous pouvez écrire vos 12 mots. Donc là, vous allez dans l'application et vous marquez vos mots dans l'ordre. Et bien dans l'ordre, parce qu'après on va vous demander un de ces mots. Et donc ce que vous allez faire là, ce que vous êtes en train de faire peut-être, c'est que vous êtes en train de mémoriser, d'inscrire votre seed. Donc ces 12 mots, et ces 12 mots, c'est ceux-là qu'il faudra bien protéger. Vous ne les montrez pas à votre voisin, c'est important. Vous les gardez, vous les protégez, vous les mettez au coffre. Ce mécanisme-là, juste pour le temps que vous fassiez les éléments, pour vous dire, on peut le créer, on peut en créer des milliers à la minute des portefeuilles. Donc là, vous en créez un aujourd'hui. C'est pas super sécurisé, votre voisin peut regarder, on va vous transférer quelques crypto-monnaies, il n'y aura pas beaucoup d'argent, mais vous pouvez recréer des portefeuilles comme vous voulez, de manière complètement sécurisée ou non, et potentiellement, si vous le voulez, partager ou non vos clés avec des proches ou pas, ce que je ne conseille pas forcément, mais voilà. Donc je ne sais pas si tout le monde a déjà marqué ces 12 mots, c'est bon à peu près ? Pas encore? Je vous laisse encore quelques minutes. Il faut savoir que dans une stratégie pour la petite anecdote, moi j'ai toujours en tête, complètement mémorisé, 2 séries de 12 mots, 2 sites de mon portefeuille. C'est tout bête, mais je voyage pas mal à l'étranger et si un jour il m'arrive quoi que ce soit, si je me fais dépouiller au milieu de nulle part, eh bien, même en n'ayant plus rien sur moi, en étant complètement nu comme un verre, parce qu'on m'a tout volé, ma montre, un truc, n'importe quoi, comme j'ai ces 12 mots en tête, je peux prendre n'importe qui dans la rue qui a un téléphone portable et lui dire tu veux que je te donne 1 ou 2 bitcoins? Tu me donnes 2000 € en cash, tu m'amènes à l'aéroport et je vais te faire un transfert. Et rien qu'avec ces 12 mots, je vais pouvoir accéder à mon portefeuille et lui effectuer une transaction en crypto-monnaie. C'est la plus grosse assurance vie que vous pouvez avoir. Donc, il faut juste mémoriser 12 mots ou 2 fois 12 mots en fonction de vos portefeuilles. Et ça, c'est relativement ultime. Pensez bien que si vous perdez cette seed, vous perdez l'argent qu'il y a dessus. Si quelqu'un lit votre seed, il peut complètement utiliser votre portefeuille. Si malheureusement vous décédez et que vous n'avez pas donné la seed à votre femme ou un mécanisme pour transmettre à votre femme ou n'importe qui d'autre qui vous est cher, à ce moment-là, ça sera perdu. Aujourd'hui, on sait exactement à peu près quel est le montant d'argent qui est, entre guillemets, perdu, bloqué dans des portefeuilles. Voilà. Et il va progressivement augmenter. C'est bon pour tout le monde? Vous avez tous marqué vos 12 mots. L'étape suivante, c'est qu'en fait, comme on n'est pas sûr que vous l'ayez tous fait, il vous demande un petit challenge. Est-ce que tu peux me dire quel est le mot numéro 7 ou quel est le mot numéro 10 ou 11? C'est complètement variable et ça dépend. C'est juste pour vous assurer que vous avez bien inscrit votre site sur un bout de papier et que vous avez sécurisé ça. La prochaine étape, c'est juste une étape de synchronisation. C'est-à-dire, synchronisation, c'est tout simple. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont télécharger les blocs de la blockchain pour vérifier quelles sont les dernières transactions et commencer à vérifier la création et la véracité de votre portefeuille. Et puis ensuite, c'est très simple. Si je veux envoyer de l'argent, alors vous, aujourd'hui, sur votre téléphone, vous n'avez pas encore, dans votre portefeuille, vous n'avez pas encore de monnaie. Si je veux envoyer de l'argent, je vais simplement faire envoyer. Je vais scanner l'adresse de la personne à qui je vais vouloir le donner. Donc, vous, par exemple, vous faites recevoir et vous avez ça qui s'affiche. C'est votre adresse avec le code barre. Donc, moi, je vais scanner cette adresse-là.
et je vais vous transférer, je vais faire une transaction. Et là, je vais marquer 1 ou 2 Litecoin. Et ensuite, ma transaction va être envoyée à la blockchain, sécurisée par la blockchain, et vous allez recevoir immédiatement. Alors, ce que je vous propose, c'est que dès la fin de cette conférence, vous allez pouvoir aller vers Lubna ou vers moi. Et moi, avec mon téléphone, je vais pouvoir vous transférer directement. Si tu peux peut-être te lever pour que tout le monde voit. Voilà. Voilà. Donc vous pouvez aller voir Lubna pour aller lui demander quelques cryptos. Et puis on va vous transférer directement. Ce qui fait que ce soir, vous rentrerez avec avec un portefeuille un blockchain et avec quelques crypto-monnaies. Alors je vous rassure, hein, c'est quelques micro-centimes. Hein. Voilà. Voilà. Pour vous montrer un peu, on va pouvoir suivre en temps réel l'intégralité des activités de mon portefeuille. Donc là, par exemple, ça c'est le portefeuille que j'utilise et vous allez pouvoir voir en fait toutes les transactions qui vont être menées vers les différents portefeuilles au fur et à mesure sur les transactions que je vais opérer, puisque c'est complètement transparent et qu'aujourd'hui je vous dis que celui-là c'est bien un de mes portefeuilles, donc vous allez pouvoir tous contrôler les opérations qui vont être menées.